Vous écoutez Procrastination, saison 8, épisode 19, créer et animer des collections jeunesse et BD avec Eric Marcelin de la librairie et des éditions critiques. Un podcast sur l'écriture en 15 minutes. Parce que vous avez autre chose à faire et qu'on n'a pas la science incluse. Avec les voix de Mélanie Fazi, Estelle Faye et Lionel Delous. Suite et fin de notre conversation au long cours avec Eric Marcelin de la librairie et des éditions critiques, que nous remercions encore très chaleureusement pour tout le temps et toutes les informations qu'il nous a données. Comme d'habitude, on vous renvoie aux épisodes précédents de cette conversation si vous la prenez en marche. Et dans cet épisode, on va s'attacher plus spécialement à la nouvelle collection jeunesse des éditions critiques, ainsi qu'à la collection BD réalisée en collaboration avec les Humanoïdes Associés. Alors, l'actualité brûlante récente de Critique, c'est l'ouverture donc de Critique 2, la deuxième implantation juste à côté, et l'ouverture de la collection jeunesse, qui est donc un secteur nouveau pour les éditions critiques. Est-ce que tu peux nous dire s'il y a des différences sur la manière dont on construit une collection jeunesse par rapport à l'adulte? Est-ce que il faut une approche spécifique? Comment tu perçois le marché? En gros, comment est-ce que ça se positionne quand on a déjà l'expérience de, si je sais compter, 14 ans maintenant avec les éditions critiques positionnées plus adultes? Comment ça se positionne une collection jeunesse par rapport aux deux marchés? Est-ce que tu vois des différences ou peut-être qu'il n'y en a pas du tout? Non. Pour le moment, c'est très jeune dans notre tête. Donc, effectivement, il va falloir laisser passer du temps pour qu'on ait vraiment un retour pertinent à faire là-dessus. Après, effectivement, on l'a construite d'une part comme critique au départ et d'autre part pas vraiment comme critique. C'est-à-dire comme critique parce que avec passion, avec envie, avec des textes qui nous emportent et avec cette envie de reproduire ce qu'on faisait avec critique adulte, d'emmener sur des aventures, de l'imaginaire, de l'évasion, et en racontant quand même des choses derrière, en faisant réfléchir à quelques questions de société, et avec surtout cette envie d'amener des jeunes à la lecture sans les prendre pour des bébés. Alors en démarrant à 12 ans, sachant que à 12 ans, il y a des jeunes qui lisent déjà d'énormes pavés, qui peuvent lire Le Seigneur des Anneaux, qui peuvent lire des trucs pas possibles, et d'autres qui sont complètement réfractaires à la lecture. Et donc c'est plutôt eux qu'on vise, tout en essayant de plaire à ceux qui lisent beaucoup. Donc c'est un peu complexe, on va dire, mais a priori avec le Cri des Chimères de Marine Sivan, là, on a réussi parce qu'on a pris tout un... Alors, du coup, comme c'est pas notre secteur d'activité, qu'on n'est pas reconnu dedans, c'est un peu ce que l'équipe de vente nous a dit. On dit, comment on va placer le livre, parce que c'est comme si on débutait, quoi, en fait, hein, une nouvelle maison d'édition. Donc, c'est quand même la collection Déclic propulsée par les éditions critiques. Donc, on est connu par rapport à ça, mais les libraires jeunesse ne nous connaissent pas pour autant. Donc, on a fait appel à des bêta-lecteurs de 12 à 15 ans pour faire valoir notre choix, parce que c'était eux qu'on visait. Et donc, on a eu des très bons lecteurs et des lecteurs qui lisent pas du tout le genre et d'autres qui sont pas des gros lecteurs ou quoi, mais que les parents ont un peu poussé quand on a envoyé la proposition en disant « Ah si, c'est bien, fais ça, fais ça ». Et en fait, ils se sont pris au jeu, ils ont adoré et on a eu, peut-être pour être transparent, 2 retours de très bonnes lectrices qui nous ont dit ouais, l'univers il est sympa, etc. Mais voilà, ça, machin, tout ça. Donc ça leur a pas tant plu que ça, parce qu'elles attendaient plus, mais elles avaient déjà une réflexion de lectrice. Elles avaient peut-être 13 ans, mais à mon avis, à 18 ans, il y en a qui lisent pas à leur niveau, quoi, tu vois. Et on a donné ça à 4 auteurs aussi, plus que ça, 5 auteurs. Et pour être transparent aussi, il y a un 5e auteur qui nous a dit que ça lui avait pas plu. Mais les 4 autres auteurs nous ont dit que c'était vraiment top. Donc bon, après c'est comme tout livre, tout texte, ça plaît pas, ça atteint des objectifs ou pas. Donc voilà. Pour l'instant, on est plutôt content parce que on va dire il y a 95% de retours positifs et on a l'impression que c'est vraiment des livres qui peuvent amener à la lecture des jeunes qui y seraient réfractaires. Donc et puis le but c'est que ça traite un petit peu de nos phénomènes de société actuelle, surtout écologie, quoi. Et puis c'est pas vraiment la question du genre qu'on aborde,
mais un petit peu. C'est-à-dire que moi, quand j'étais jeune, je lisais des romans où j'ai l'impression, en tout cas, c'est le souvenir que j'ai, c'était que des héros hommes. Et du coup, le principe, et c'est pas obligé à chaque roman, quoi, si tu veux, mais on demande quand même à l'auteur s'il peut de nous faire une héroïne. Et pour ceux qui écoutent, ça fait spoil après, mais c'est pas grave. En fait, que l'héroïne au départ soit pas forcément identifiée, avec un nom mixte, une tenue qu'on ne décrit pas forcément, etc. Alors on découvre que c'est une fille, mais au départ on le sait pas forcément. Comme ça, le garçon, la fille qui lit ça, s'identifie au personnage et on découvre que c'est une fille. Et puis bah voilà, c'est normal. C'est comme si on découvrait que c'est un garçon et puis c'est normal, quoi. Mais je voulais inverser un petit peu le truc où c'est tout le temps des garçons le héros au départ. Donc là, ce sera plutôt une fille. Alors j'ai eu une remarque me disant bah oui mais bon ça va se savoir et puis ça va se lire, ça va se voir. Bah oui, ceux qui lisent toute la collection des clics le verront et en même temps ils le sauront mais ce sera pas grave. Mais après tant mieux si tout le monde lit la collection des clics, mais je pense qu'il y a plein de lecteurs qui découvriront le 10e titre des clics et qui auront cette surprise là, quoi. Et après des fois comme je disais ce sera pas le cas parce qu'on va rééditer des titres du catalogue adulte comme Gurvan PG Hero, et Gurvan PG Hero, c'est pas le cas. Par contre, il y a une héroïne forte aussi dedans. Bah alors, au moment où nous enregistrons, j'ai quasiment terminé de lire Le Cri des Chimères et c'est méchamment cool. Donc voilà, je tenais à le dire. Et dans la collection des clics va arriver aussi Noémie Lemos, qui est une jeune autrice que je suis depuis des ateliers d'écriture et elle est très très prometteuse, donc jetez-vous dessus quand ça sort parce que Noémie elle est trop cool. Ouais, c'est gentil. Et le pitch de son roman et le synopsis, c'est les 4 premiers chapitres qu'elle nous a envoyés pour valider ce qu'elle faisait. Ça a l'air très très prometteur, très sympa. Tu m'as offert une transition magnifique pour la question suivante, qui est que une des questions qu'on peut se poser par rapport à la littérature jeunesse, ou même qui est une question qui a eu lieu sur le young adult, c'est la question du curseur concernant potentiellement la complexité, la maturité des thèmes. Une question qu'on peut se poser, c'est comment on aborde certains thèmes potentiellement difficiles en jeunesse. Où est-ce qu'on place les curseurs, etc. Quelle est votre approche par rapport à tout ça et quelle est votre philosophie à peu près? Moi, je pense que on peut lire tout à tout âge à partir du moment où il n'y a pas de sexe explicite qui sert à rien avant un certain âge et de violence gratuite, malsaine et de côté malsain. À partir du moment où on retire tout ça, on peut tout raconter et des choses hyper complexes. On peut mettre des mots un peu compliqués si dans la structure de la phrase ça le rend compréhensible. Faut pas édulcorer parce que c'est des jeunes. Au contraire, on est là pour les amener plus loin, quoi. Donc leur apprendre des choses. On ressort plus riche d'une lecture en général, quoi, quelle qu'elle soit, quoi. Que ce soit par rapport aux thèmes qui ont été abordés ou au style littéraire ou aux réflexions, etc. Donc on peut tout aborder. Ce qui est rédhibitoire vraiment, c'est faut pas qu'il y ait des choses malsaines parce que ça tant que l'esprit n'est pas formé et la sphère cognitive bien formée, c'est dangereux, je trouve, d'amener des choses comme ça. On le voit des fois à l'école, ils sont en maternelle, ils ont déjà vu Le Seigneur des Anneaux, Harry Potter, le 4, tout ça. Tu dis mais alors ça fait pas forcément des psychopathes derrière, hein, mais je pense ils ont pas besoin tout de suite de voir ça, quoi. Et on est dans une société où on cherche à amener tout de suite tout parce que tout est disponible. Mais en fait, quel plaisir de découvrir au fur et à mesure de l'évolution. Et puis, attendons d'être vraiment sain d'esprit, si on peut être sain d'esprit. Je crois que j'ai une citation. Tu m'avais demandé de trouver des citations qui peut-on être sain d'esprit. Mais voilà, on retire le malsain, on retire les actes de violence gratuite parce que même pour des adultes, je trouve que ça sert à rien. Si c'est de la violence gratuite, ça sert à rien. Si c'est de la violence, très très bien. Moi, j'ai rien contre, hein. J'aime bien les trucs un peu bourrins, des fois sanglants et tout ça, mais s'il y a une raison derrière, quoi. Et le sexe, alors j'ai rien contre non plus, hein, mais par contre pas avant un certain âge aussi, quoi. Après, on a le droit de se faire des bisous, hein, mais... Et du coup, je suppose que tout ça s'est intégré dans le travail avec les auteurs-autrices de la même manière que tu travaillerais en adulte, quoi. Il n'y a pas y a pas de différence d'approche spécifique. Exactement. Donc du coup, tu l'as un peu abordé justement avec le lancement de la collection, son placement auprès des libraires, diffuseurs, distributeurs, etc. Mais en gros, très rapidement, quelle différence tu vois entre les marchés du livre en adulte et en jeunesse? C'est vrai que dans Procrastination, on parle plus
du marché littéraire adulte de manière générale. Du coup, c'est pour nous l'occasion d'aborder un peu ça, dont on parle assez peu de manière générale dans le podcast par ailleurs. Qu'est-ce que tu vois très rapidement en différence entre les deux marchés, en volume, en commercialisation, peut-être aussi en approche de manière générale, même si tu l'as déjà un peu abordé? Comme je te disais, là, pour l'instant, pour moi, je suis un peu trop récent dans le milieu. Après, je pense que les ventes peuvent être supérieures en jeunesse, qu'il y a un lectorat qui, s'il tombe amoureux d'un auteur ou d'une série, à la différence des adultes, vont suivre la série et l'auteur beaucoup plus fort, parce que il y a vraiment des dévoreurs de livres dans les jeunes et qui, après 15 ans ou un truc comme ça, on en perd plein, quoi. Mais de 12 à 15, il y a vraiment un panel de gros lecteurs. Donc, pour l'instant, j'imagine juste qu'il y a un potentiel de vente supérieur pour quelques titres, mais comme dans le milieu adulte, il y aura des plantages où ça se vendra pas du tout non plus. Et puis là, ma vision, pour l'instant, elle est seulement sur un titre et avec une mise en place qui est plutôt chouette, mais parce que, comme toute nouveauté, les gens sont curieux et donc quand tu lances quelque chose, souvent, tu as un accueil plutôt bienveillant de la part des libraires et donc qui font l'effort de le prendre. On a, je crois, jamais eu autant de demandes de services de presse, donc on en envoie beaucoup. Après, pareil, c'est un coût le service de presse, donc c'est-à-dire quand t'envoies un service de presse, t'espères que le libraire qui te l'a demandé en vend au moins 3 des livres derrière pour rentabiliser cette expédition-là. Donc ça veut dire que ça commence à devenir rentable s'il en a vendu 4. Mais pour l'instant, il y a un accueil bienveillant. À voir ce que donnera le deuxième volume et comment on se développera, parce qu'on est parti sur le même principe que Critique au départ, c'est-à-dire on s'est dit on fait 1 ou 2 titres par an. Alors pour être un peu crédible, il faut quand même faire 2 titres par an. Et puis là déjà l'année prochaine on a 3 titres. Bon, voilà. Mais je pense qu'on restera entre 2 et 3. D'ici à ce que l'épisode sera passé, le Cri des Chimères sera sorti. On souhaite que la bienveillance se soit transformée en enthousiasme délirant. Et tu as déjà parlé un peu donc du lancement de la collection, donc il y a un défi spécifique au lancement de la collection. Par rapport au positionnement en jeunesse, est-ce que tu as rencontré d'autres défis spécifiques à ce marché, à ce lectorat de manière générale? Tu l'as un peu parlé, mais par rapport à la jeunesse en soi, est-ce que il y a des défis spécifiques, des approches spécifiques qui sont pas forcément apparents dans d'autres domaines? Là, comme ça, j'ai rien qui me vient vraiment à l'esprit, à part le fait qu'on a repensé notre livre, quoi, en fait. Effectivement, on ne l'a pas réfléchi comme les livres adultes, hein. C'est-à-dire que là, pour le coup, on demande à ce que les textes soient pas forcément longs, puisque on vise, comme je disais, une catégorie de lecteurs aussi plutôt peu lecteurs, mais on cherche aussi les bons lecteurs, donc c'est-à-dire qu'on cherche un bon texte, quoi, vraiment percutant, parce qu'un texte très très court peut être ultra percutant, donc voilà. Par contre, si c'est court, le petit lecteur aura pas peur de le prendre, quoi. Donc déjà, on a réduit, on a un nombre de signes entre 300 et 400 000 signes. On écrit plus gros, on a un interlignage plus gros, un espace entre les lettres plus important, on ajoute des illustrations, on a changé le format du livre, on essaye d'avoir un visuel, de travailler le visuel pour qu'il fasse penser à la fois que ce soit jeunesse et en même temps que on se sente pas un enfant quand on l'achète. Donc voilà, ça a été un petit peu les enjeux de conception de la collection. Et au niveau communication, on a changé, au lieu de faire des choses statiques, on a fait des choses qui bougent pour changer. Après, on s'est posé la question de est-ce qu'il faut aller sur TikTok, est-ce que il faut une chaîne Twitch, est-ce qu'on ouvre un Facebook, ça sert à rien parce que c'est jeunesse, mais mais et on s'est dit pour l'instant, on n'a que 2 titres, donc pour l'instant on fait voilà. On fait tout le travail qu'il faut pour que ce livre-là marche, etc. Mais pour l'instant, tu vois, on n'est pas connu sur les salons jeunesse, par les médias jeunesse. Donc là, ça va prendre un petit peu plus de temps. Mais l'enjeu, c'est ça aussi, c'est de se faire connaître des médias jeunesse. Donc on les a contactés, on les relance, on leur envoie le livre, etc. Mais ça va être du travail de longue haleine aussi, ou pas, ça dépend. Hein. Pareil, coup de cœur. Il suffit du coup de cœur d'un journaliste et les autres journalistes vont dire pourquoi il a eu un coup de cœur et puis
trouve que cette approche sur la durée et sur le fait d'établir les choses avec une base solide avant de commencer à construire au lieu de partir dans tous les sens, qui a toujours été ta et votre stratégie depuis le début, depuis la création de Critique, Ouais. et vachement saine et intéressante, la preuve. Et je pense que c'est un truc sur lequel ça mérite qu'on insiste, notamment pour jeunes auteurs et autrices, où voilà, on a l'impression quand on voit parfois des auteurs-autrices installés ou même de manière générale que, par exemple, un truc dont on a parlé dans un épisode précédent, il faut être absolument sur tous les réseaux commerciaux du monde. Et je pense que c'est important et c'est une attitude qu'on a peut-être pas forcément aussi par les temps qui courent quand on débute. Je pense que c'est important de centrer ses efforts sur quelque chose. Ça s'applique aussi à l'écriture. Je trouve de se concentrer sur la qualité du manuscrit et de faire les choses dans l'ordre. C'est-à-dire de pas forcément se disperser ses forces en étant sur 5 réseaux sociaux avec une newsletter hebdomadaire. Je vois des gens qui font ça des fois, et bon, s'ils ont l'énergie de le faire, super, et tant mieux. Perso, je sais pas comment ils font, mais voilà, c'est important de mettre les choses petit à petit, de construire solide, parce que je pense que dans l'édition, et je pense que c'était un peu un des fils rouges que tu as eu en nous dévoilant comment Critique fonctionne, un des fils rouges de ce métier, c'est quand même de jouer sur la durée, de prendre son temps, de construire sainement et de bâtir petit à petit, et c'est aussi une affaire de patience. Ouais, merci de ce que tu viens de dire, Lionel, parce que c'est exactement l'état d'esprit. C'est comme ça que j'ai créé la librairie, en essayant de créer dans le temps une fidélisation et où les gens, quand ils viennent à Critique, ils ont un gage de confiance, ils savent ce qui les attend. Et là, pour les éditions critiques, c'est un peu ce qu'on a cherché à faire. Et je pense qu'on a un succès d'estime et une reconnaissance par rapport à ça. Où c'est vrai que notre slogan, c'est des livres que vous ne lâcherez pas. Alors c'est très prétentieux, mais c'est la volonté affichée en fait. C'est pas une prétention. Hein. C'est des fois on n'y arrivera pas, on n'y arrive pas peut-être. Mais les livres que l'on choisit, en tout cas, nous, on ne les a pas lâchés et le travail éditorial que l'on a fait avec doit faire que on ne les lâchera encore moins. Après, tout ne plaît pas à tout le monde, donc voilà. Et finalement, quelque part, heureusement, puisque c'est ce qui vient, justement, moi je trouve, j'ai toujours considéré que c'était ce qui venait valider l'enthousiasme de manière générale. Alors il vaut mieux avoir 80% d'enthousiasme et 20% de déçu, parce que sinon ça marche moins bien. Mais ouais. Et un dernier aspect dont on n'a pas parlé, mais tu nous as déjà donné beaucoup de temps et malheureusement on va pas pouvoir entrer trop dans le détail, mais c'est que donc Critique a aussi une collection en association avec les humanoïdes associés de BD, dont si je ne me trompe pas, tu es toi personnellement le directeur et c'est toi qui gères cet aspect-là. En gros, globalement, est-ce que tu peux nous en parler un peu et surtout de comment se construit un projet de BD dans la collection? Si on a envie de faire de la BD chez Critique, comment ça marche? Alors, c'est un partenariat qui s'est monté maintenant. J'ai pas la bonne mémoire des dates, mais on va dire il y a au moins 7 ans. Ça fait longtemps avant qu'on voit arriver les premières bandes dessinées. C'est né de la connaissance de Laurent Genefort des humanoïdes associés, qui fait que une des personnes des Humano a lu les livres de Laurent, du coup s'est intéressé aux livres de Critique et a trouvé que la ligne de Critique correspondait bien aux humanoïdes associés et qu'il y avait peut-être moyen de s'associer. Alors c'est une association, on fait de la coédition, mais moi financièrement je ne fais rien du tout, hein, je donne de mon temps. Donc j'ai le titre de directeur de collection parce que effectivement mon rôle est d'amener la matière noire qui est du nouveau scénario possible. Donc je sors du catalogue ce que je considère comme étant potentiellement adaptable en bande dessinée. Je propose ça aux humanoïdes associés qui restent malgré tout seuls décisionnaires derrière. Et ensuite c'est eux qui financent aussi. Alors il y a eu une discussion de si Critique participait financièrement. J'avais pas a priori les moyens de participer financièrement. Après peut-être que oui, mais c'est un autre marché du livre, d'autres implications et comme on le disait, on construit dans le temps et je voulais pas rajouter ça. Donc déjà ça me prend quand même pas mal de temps au vu de tout le reste de ce qu'il y a à faire. Parce que ensuite derrière, une fois que le titre est proposé aux humanoïdes associés, moi je corresponds avec notre auteur qui va faire des propositions de synopsis que je vais relire, que je vais valider
Mais ensuite, les humanoïdes associés vont relire à leur niveau à eux avec leur regard d'éditeur de BD et retoquer derrière. Donc je fais un premier filtre, mais qui suffit pas forcément, et il y a un deuxième filtre, et on fait des échanges, etc. Et ensuite, j'ai un droit de regard sur tout l'ensemble de la production, mais pas un droit de décision. Parce que chaque éditeur a sa ligne éditoriale, ses contraintes, ce que je comprends parfaitement. Donc, quelque chose qui serait valable pour Critique n'est pas forcément valable pour les humanoïdes associés. Et ce qui est valable pour un roman n'est absolument pas valable pour une bande dessinée. C'est-à-dire que quand tu fais ton adaptation ou que tu acceptes que ton livre soit adapté en bande dessinée, tu acceptes de perdre une grosse partie de l'essence de ton roman, forcément, puisque il y a beaucoup de lignes narratives qui doivent être retirées, des côtés littéraires qui ne peuvent pas être présents. Et alors justement, en tant qu'éditeur, quelles sont les qualités peut-être insoupçonnées ou inhabituelles que tu vas chercher chez un scénariste de BD qui se différencieraient du roman? Évidemment, c'est deux métiers différents, mais justement, de quelle manière tu qualifierais la différence en tant qu'éditeur? C'est l'art de ne pas raconter et l'art de l'ellipse. En fait, le romancier doit tout raconter et le scénariste doit faire raconter au dessinateur. Donc lui laisser toute la place. C'est cet art de l'ellipse, je pense, qui est plus difficile, et la personnification du héros, qui doit être profondément humain. L'enjeu humain doit être primordial, visible quasiment immédiatement. Ce qui est parfois difficile à faire, pour le coup, parce que quand tu as des intrigues comme au Langar, par exemple, c'est compliqué, quoi, parce que c'est la ville, quelque part, qui est l'enjeu majeur. Il y a un côté très social et politique qui est compliqué à reproduire en bande dessinée. Et malgré tout, il y a tout un univers qui serait passionnant à voir adapté en bande dessinée. Donc là, faut repenser. Et je parle de ça parce que du coup, Clément essaye. Clément essaye de faire cette adaptation-là. Mais pour l'instant, il n'a pas réussi. Mais Romain Benassaya, parce que en fait, le principe aussi avec les humanoïdes associés, c'est que ce soit les romanciers des éditions critiques qui soient leurs propres adaptateurs scénaristiques. S'ils en ont envie, déjà. Ensuite, s'ils en ont la capacité, parce que effectivement, comme tu le soulignais, c'est un autre métier, c'est une autre façon d'écrire. Ensuite, si jamais on n'arrive pas à tout ça, on va chercher un scénariste professionnel qui peut faire des adaptations. Et donc Romain Benassaya a réécrit plusieurs fois ses synopsis avant d'arriver à l'essence de ce qui était attendu. Lui-même, là, il a eu une interview il y a pas très longtemps dans le podcast C'est plus que de la SF, où il parlait justement de ce métier d'adaptation, et il disait que c'était pas facile, quoi. Hein. Pas facile parce que il faut accepter de faire des sacrifices sur son histoire et de remettre en cause certaines façons de créer l'histoire, et voilà, c'est réapprendre une autre façon d'écrire, mais c'est pareil pour écrire un scénario de série télévisée ou quoi, c'est pas les mêmes clés qui vont faire avancer l'histoire, en fait. Donc il faut penser au côté visualisation, comme quelque part à la fin d'un chapitre en roman, faut conclure en donnant envie de tourner la page et d'avoir l'autre. Bah, en bande dessinée, il y a un peu cette réponse, c'est-à-dire que tu as la page seule qui doit appeler à lire les deux autres pages, les deux autres pages qui doivent se correspondre, etc. Et voilà, c'est tout un travail, et surtout une visualisation mentale des visuels. Parce que sans ça, t'en racontes trop, t'en mets trop, et des fois tu vas raconter des choses qui sont pas racontables en dessin. Donc faut penser à ce qui est pas racontable en dessin, et ben faut le raconter autrement. Merci infiniment, c'était passionnant. En plus, on a vraiment couvert plein de choses. Merci, tu nous as donné beaucoup plus de temps que ce que je t'avais promis. Donc désolé pour le débordement. Il n'y a pas de souci. Et clair, et parlant en plus des réalités, comme ce qui est hyper cool, et comme je sais que tu fais toujours, tu dis toujours les choses comme elles sont, et c'est super précieux pour les jeunes auteurs et pour le poditoire, et pour nous aussi. Donc vraiment, mille merci. Et le Lionel du présent reprend la main pour remercier à nouveau Éric Marcellin, et pour clore avec une citation comme on en a l'habitude. Éric, comme à chaque fois, nous a proposé des citations qui lui sont chères, ce dont nous le remercions, et je promets que je n'y suis pour rien. On peut faire beaucoup de choses quand on détient le pouvoir, et en général, on ne fait pas des choses justes. Dans le meilleur des cas, on fait juste le nécessaire. Citation Lionel Davoust.
C'était Procrastination. Merci de nous avoir suivis. Maintenant, assez procrastiné. Allez écrire.